Début octobre, j'avais prévu de continuer ma série de vidéos sur l'Arabie Saoudite, une puissance majeure au Moyen-Orient en compétition principalement avec l'Iran mais aussi la Turquie et qui rencontre de nombreux défis dans la région. Vous le savez, la géopolitique début octobre au Moyen-Orient a quelque peu dérapé. L'Arabie Saoudite et Israël avaient des intérêts communs, nous allons le voir. Mohammed Ben Salman avait une volonté de se rapprocher d'Israël et d'en tirer des bénéfices autant technologiques, que ce soit avec les investissements saoudiens en Israël ou les entreprises israéliennes qui opèrent en Arabie Saoudite. Diplomatiquement, normaliser les relations avec Israël était aussi un moyen d'obtenir des concessions des États-Unis, mais avait aussi un but politique, puisque Israël, comme l'Arabie Saoudite, s'oppose à l'islam politique dans la région, qui est un danger tantôt pour la monarchie des Saouds, tantôt pour Israël, islam politique qui est aujourd'hui incarné en Palestine par le Hamas. L'Arabie Saoudite, vous avez dû le remarquer, est totalement absente depuis plus d'un mois de la scène diplomatique, tandis qu'Erdogan, par exemple, réalise des manifestations monstres en Turquie en soutien aux Palestiniens, que l'Égypte et le Qatar négocient pour obtenir la libération d'otages, que l'Iran et les États-Unis se livrent une guerre par alliés interposés tout en temporisant la situation. Mohammed Ben Salman, lui, se fait discret, il pose à côté de Cristiano Ronaldo le 23 octobre lors d'une table ronde sur l'avenir de l'e-sport. Autant dire un contraste à 180 degrés par rapport aux enjeux géopolitiques du moment. Mais vous allez le voir, c'est bien sûr plus compliqué que ça. Vous êtes sur Terra Bellum et aujourd'hui nous allons évoquer pourquoi l'Arabie Saoudite est aussi discrète sur la question palestinienne et quelle est sa stratégie. Avant de commencer cette vidéo, votre soutien est très important pour la chaîne. Il arrive que certaines vidéos soient limitées par YouTube qui estime que nous parlons de sujets sensibles et place donc nos productions à la cave, ce qui est dommage quand on passe plusieurs dizaines d'heures de travail par vidéo. C'est pourquoi vos commentaires, vos j'aime, vos partages sont très importants pour nous. C'est gratuit et ça nous soutient énormément sur cette plateforme. Pour ceux qui veulent en faire plus au-delà de YouTube, on en parle en fin de vidéo bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors comme d'habitude, il faut se placer du point de vue cette fois de l'Arabie Saoudite. Le conflit à Gaza gèle temporairement les négociations de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël en rendant pratiquement impossible pour Riyad de vendre le concept de normalisation aux Saoudiens. La monarchie saoude diverge également sur la question. Le roi Salman est depuis longtemps un fervent partisan de la cause palestinienne et tente de ralentir le processus de normalisation. Le prince héritier, Mohammed Ben Salman, lui, est en faveur d'une normalisation avec Israël. C'est déjà là la première explication de cette passivité de MBS vis-à-vis du conflit en cours. Pour le prince héritier, geler temporairement les efforts de normalisation à cause de la situation à Gaza ne retire en rien les facteurs sous-jacents qui poussent Israël et l'Arabie Saoudite à se rapprocher, même si le retard pourrait durer quelques années. Alors, est-ce que ça veut dire que le prince héritier se moque totalement de la Palestine ? Déjà, il faut comprendre la vision saoudienne de la Palestine. Ces efforts de normalisation avec Israël représentaient un nouvel élément de la stratégie de MBS pour gérer l'instabilité régionale. En échange de la normalisation des relations, le prince héritier espère obtenir des concessions en faveur des Palestiniens de Cisjordanie. L'objectif est aussi de limiter l'éclatement au sein de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire le parti qui dirige la Cisjordanie. Un éclatement qui, ces dernières décennies, s'est fait à Gaza au profit du Hamas. Déjà, vous voyez là que la Cisjordanie est le théâtre sur lequel l'Arabie Saoudite veut jouer un rôle, là où Gaza est considérée comme déjà acquise, entre guillemets, à l'ennemi. Car la dernière chose que les Saoudiens veulent, c'est que le Hamas et les groupes qui gravitent autour exploitent la situation politique et la faiblesse de l'autorité palestinienne afin d'étendre leur contrôle au-delà de la bande de Gaza en Cisjordanie. Souvenez-vous que c'est l'Iran dans la région qui a pris le relais comme principal soutien à la cause palestinienne et ses mouvements les plus radicaux. Les accords irano-saoudiens de 2023 apaisent les tensions directes entre les deux puissances, mais ne signifient pas pour autant que l'Arabie Saoudite va laisser les mouvements soutenus par l'Iran se développer non loin de ses frontières. Et le problème, c'est que la situation est déjà critique. Avant octobre 2023, l'autorité palestinienne centrée sur le parti du Fatah, rival du Hamas, est sur le déclin politique depuis plus de 15 ans. Et cela n'arrange pas la représentation de la Palestine à l'international et auprès des pays arabes, on va y venir. Dans un entretien, le prince héritier saoudien a fait ses premiers commentaires publics sur les pourparlers qui étaient en cours, affirmant que les négociateurs se rapprochaient d'un accord qu'il a décrit comme le plus gros accord historique depuis la guerre froide. Netanyahou a lui confirmé ces remarques et a ajouté que les deux pays étaient à l'aube d'une paix historique.
MBS a d'ailleurs déclaré que les Saoudiens et les Israéliens devaient résoudre leurs différends sur la question palestinienne. Et lorsqu'on lui a demandé plus de détails, il a ajouté, je cite, qu'il travaillait à trouver un endroit qui faciliterait la vie des Palestiniens. Et ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite négocie la normalisation des relations avec Israël en échange de concessions sur les Palestiniens. Déjà, en 2002, lors du sommet de la Ligue arabe, le roi saoudien Abdullah bin Abdulaziz avait offert à Israël une normalisation diplomatique avec les 22 membres de la Ligue arabe, tous d'un coup, en échange de l'établissement d'un État palestinien souverain en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il demandait en plus le retrait d'Israël des 2 territoires qui avaient été saisis lors de la guerre de 1967. Vous voyez que depuis, l'Arabie Saoudite fait des concessions, mais ces concessions entre 2002 et 2023 ne viennent pas de nulle part. Ils sont même plutôt, vous allez le voir, compréhensibles du point de vue saoudien, étant donné les changements massifs qui ont eu lieu au cours des 2 dernières décennies. Au début des années 2000, beaucoup, y compris l'Arabie Saoudite, espéraient qu'un accord pouvait être conclu. C'est aussi dans cette première partie des années 2000 que le paysage politique d'Israël et de Palestine entre en pleine mutation et va ruiner sur le long terme tout effort visant à un règlement diplomatique du conflit. En Israël, pendant les années 90, la lutte entre le parti du Likoud et les travaillistes est farouche, tandis que les États-Unis font pression pour une solution à 2 États. Finalement, le Likoud s'accrochera au pouvoir grâce à 2 personnalités qui s'illustreront comme chefs de file de la Ligue nationaliste et sioniste, Benjamin Netanyahou, qui aura le poste de Premier ministre une première fois de 96 à 99, et Ariel Sharon, Premier ministre de 2001 à 2006. À l'époque, Israël occupe Gaza et la Cisjordanie. Il est déjà fait mention du Hamas par Israël et de ses visées terroristes. Les services de renseignement israéliens connaissent et infiltrent ce groupe pour y faire des assassinats ciblés et ingérés dans la politique palestinienne, et c'est aussi la période des intifadas. Ces temps des troubles sont une opportunité politique pour le Likoud qui considère qu'une solution à 2 États n'est pas envisageable et que les Palestiniens, s'ils peuvent vivre en autonomie, ne doivent pas se constituer en un État souverain. En Palestine, le début des années 2000 est aussi le temps du changement politique. Le déclin du Fatah est accéléré par le manque de résultats diplomatiques avec Israël, mission de toute façon quasi impossible face au Likoud, et la mort de Yasser Arafat, chef de file du Fatah en 2004, va amorcer pour de bon la chute du parti. En 2005, le retrait d'Israël de la bande de Gaza favorise également le retour du Hamas, et la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes de 2006, qui sont d'ailleurs les dernières à ce jour, a ensuite ouvert la voie à ce qui est devenu un fossé inconciliable entre les Palestiniens, le Hamas contrôlant la bande de Gaza et le Fatah s'accrochant comme il peut en Cisjordanie sous l'égide de l'autorité palestinienne qui est internationalement reconnue. L'Arabie Saoudite est donc dans l'impasse. C'est parce que Gaza est considéré comme une cause perdue par l'Arabie Saoudite que tout effort en vue d'un règlement négocié par défaut est centré sur la Cisjordanie. Mais même dans ce cas, la Cisjordanie ne pourrait probablement pas former le noyau d'un futur État palestinien en raison de 2 facteurs clés. Le premier, la croissance des colonies juives où résident quelques 700 000 Israéliens en Cisjordanie. La seconde, l'autorité palestinienne, qui n'est pas, loin de là, exempte de défauts et qui est aussi responsable en partie de la situation actuelle. La corruption généralisée et le factionnalisme au sein de l'élite du Fatah en font une représentation politique impopulaire auprès des Palestiniens de Cisjordanie et qui pourrait donc très bien éclater prochainement. Mahmoud Abbas, âgé de 87 ans, dirige l'autorité palestinienne, le Fatah et l'Organisation de libération de la Palestine. Il est assis au sommet de cet édifice autocratique depuis qu'il a succédé à Arafat il y a 18 ans. Mahmoud Abbas cédera très bientôt ses 3 places, qui vont chercher un ou des successeurs, ce qui pourrait prolonger la Cisjordanie dans une crise et créer un vide qui pourrait probablement être exploité par le Hamas, qui s'imposerait comme autorité ultime des territoires palestiniens. Or, qui dit Hamas dit aussi conflit à ciel ouvert avec Tsahal, et il y a un risque énorme que la Cisjordanie, qui compte 3,1 millions d'habitants, dans quelques mois ou quelques années, nul ne le sait, se transforme en une bande de Gaza dans l'état actuel, mais en bien plus grand, en bien plus peuplé, et avec déjà 700 000 colons israéliens dans son territoire. Vous voyez là un sacré cocktail explosif. C'est avec cette perception des choses que Mohammed Ben Salman déclare qu'il cherche des concessions de la part des Israéliens qui amélioreraient les conditions pour les Palestiniens. Les querelles entre le Hamas et le Fatah, que l'Arabie Saoudite avait déjà tenté d'ailleurs en 2007 d'apaiser, et les troubles potentiels qui arriveront à la mort de Mahmoud Abbas, sont perçus par l'Arabie Saoudite comme une fatalité. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite négocie
Ont-ils raison? Ont-ils tort? Israël fera-t-il des concessions en échange d'une normalisation? Seul l'avenir nous le dira. Retenez aussi que depuis le début des années 2000, la position de Riyad a largement évolué. Il y a eu l'instabilité régionale créée par les soulèvements arabes de 2011, affiliés souvent à l'islam politique. Il y a eu la menace djihadiste avec l'État islamique. Il y a eu, toujours dans l'islam politique, la montée soudaine des frères musulmans, en particulier en Égypte, puis leur déclin. Et il y a aussi toujours pour les Saouds l'expansionnisme iranien et l'influence turque grandissante sous Erdogan pour rétablir son influence dans le monde arabo-musulman. Le contrepoids à l'Iran et la lutte contre l'influence turque, tous deux des soutiens à l'islam politique à leur manière, sont les principaux facteurs de motivation derrière un éventuel accord entre l'Arabie Saoudite et Israël. Les accords d'Abraham en 2020, qui ont conduit plusieurs partenaires arabes de l'Arabie Saoudite à normaliser leurs relations avec Israël, n'auraient d'ailleurs pas pu avoir lieu sans l'approbation de l'Arabie Saoudite. Déjà en 2020, on pouvait considérer ces accords comme précurseurs d'un futur accord israélo-saoudien. Sauf que contrairement aux autres États arabes, les Saoudiens ne peuvent pas établir de relations avec Israël sans aborder la question palestinienne. Déjà que la cause palestinienne est aujourd'hui monopolisée en partie par l'Iran pour des raisons géostratégiques plus que religieuses ou ethniques, ce serait pour les Saouds céder le dernier fil qui relie les Palestiniens au monde arabo-musulman. D'un autre côté, les Saoudiens se rendent compte qu'essayer d'obtenir aux Palestiniens une autonomie, même limitée, va être difficile, pour ne pas dire impossible. À terme, il faudra donc observer l'Arabie Saoudite, qui pourrait être au cœur d'un arrangement diplomatique avec Israël et les États-Unis afin de neutraliser les capacités du Hamas, tout en assurant l'existence d'un État palestinien, voire même de se porter garant d'une future structure politique, par exemple en Cisjordanie qui sera potentiellement le futur point chaud à la démission ou à la mort de Mahmoud Abbas. Comme vous le voyez, le fossé entre Instagram et la réalité est criant. Et si l'Arabie Saoudite est particulièrement discrète sur le dossier palestinien depuis plus d'un mois, c'est peut-être le pays arabe qui, in fine, pourrait bien avoir le plus grand rôle à jouer. Cette vidéo touche à sa fin, la région et l'Arabie Saoudite n'ont pas fini de faire parler d'eux et il faudra suivre la situation de près. Comme toujours, il s'agit ici d'un tableau synthétique. Je rappelle aussi que personne n'a de boule de cristal, même sur internet. Le but d'une vidéo de géopolitique chez Terabellum, c'est d'informer et de dessiner une analyse à l'aide de la data disponible et de raisonner en degrés de probabilité. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn pour ne pas perdre le fil. Un grand merci à nos soutiens sur YouTube ou Tipeee et je rappelle que la revue numérique Terabellum est toujours disponible. Le dernier numéro fait 90 pages et porte sur l'Indo-Pacifique avec des thématiques autour de la géographie, la défense, l'économie ou la société. Vous avez aussi accès sur le site Issou à tous nos anciens numéros, toujours en collaboration avec des associations et autres contributeurs expérimentés ou prometteurs du milieu de la géopolitique. Tous les liens sont en description. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.